Vous êtes dans un endroit bizarre qui s'appelle une salle de cinéma, aux couleurs de Marilyn Monroe et aux couleurs, trois couleurs de l'alchimie qui sont le noir, le blanc et le rouge. Alors le ciné-club que j'anime depuis un certain temps, ici s'appelle l'alchimie du cinéma, et c'est sur la symbolique des images. Voilà. Donc, nous avons un film qui se prête très bien à ce petit exercice. Qui l'a déjà vu? Ok, parmi les gens qui l'ont vu, qui serait capable de m'expliquer qu'est-ce que veut dire ce film? Il y en a moins déjà. Qui l'a vu plus de 2 fois? Qui l'a vu plus de 10 fois? Moins. Ah, mademoiselle. Donc, mademoiselle, j'espère que vous allez rester à la fin. Alors, le dispositif que je vous propose, là, c'est de vivre une soirée jusqu'à plus de minuit. On reste au dernier micro. Enfin, bien entendu, tout ça est filmé, donc je remercie Alain de prendre une captation. C'est posté sur Internet, et l'idée, c'est de faire une discussion interactive sur ce film-là. Vous présentez David Lynch en quelques mots. J'étais en train de dire que c'est quelqu'un qui vient des arts plastiques. Qui fonctionne avec des visions. Une des premières visions qu'il a quand il est jeune, c'est un tableau qui bouge, du vent dans un tableau. Et il s'est dit, je vais faire bouger des images, donc l'idée du cinéma. David Lynch commence par un film expérimental qui s'appelle Eraserhead. Il y a des films préférés de Stanley Kubrick. Le film qu'on va voir ce soir, un film miroir qui s'appelle Eyes Wide Shut. Les deux films racontent à peu près la même chose. Deux grands cinéastes qui travaillent sur l'image, le son et ce qu'on appelle le cinéma ambiant, à savoir le cinéma qui vous met dans un état particulier. Alors ça tombe bien, puisqu'en fait moi ce qui m'intéresse c'est de travailler sur la symbolique des images. J'ai commencé à travailler avec Michel Cazenave à l'entrepôt, 3-4 ans. Michel faisait un cycle sur mythologie et cinéma. L'angle d'attaque de Michel Cazenave, si vous le connaissez, c'est la question des archétypes et des symboles, qui va m'occuper aussi, à travers le film de Lynch. Puisque dans ce film, vous allez voir un certain nombre de choses. Alors, je vous avais fait une petite liste. Si certains ont le DVD, vous avez Lynch qui s'amuse à vous dire attention. Alors, il y a des symboles intéressants, donc on va essayer de les décrypter ensemble après. Ça va marcher, l'ordinateur va trouver une solution. L'idée, c'est que ces symboles nous mènent quelque part. Alors, ce film, il a une ou plusieurs lectures possibles. Donc, moi, l'idée, c'est de vous mettre un petit peu, comme dit David Lynch, à la position de l'enquêteur. Quand on regardait ce film, vous êtes dans la position d'un policier, puisque ce film n'est pas un film policier. Si je reprends l'histoire du film, dans la filmographie de Lynch, il arrive au moment où il a fait Twin Peaks, et la série a été massacrée par la télé, et il a un autre projet, c'est les aventures de Audrey Horne à la télévision. Ça doit devenir Mulholland Drive. Il y a un pilote qui est tourné. Ce pilote, vous le trouverez, je l'ai mis en lien sur ma page Facebook, l'alchimie du cinéma, j'ai mis tout un ensemble de documents qu'on trouve sur Internet, dont le pilote, qui dure 1h30. Ce pilote était fait pour Touchstone Pictures, donc Walt Disney. Ça ne va pas du tout plaire aux gens de Disney. Pourtant, il y avait un certain nombre de choses qui ne sont pas dans le film. Lynch fait ça en 1999. Il voit ces actrices qui sont très déçues de ne pas avoir cette série télé. Et donc, il va à un moment donné se mettre à méditer. Parce que Lynch est un apôtre de la méditation transcendantale. Donc là, ça nous connecte à toute l'histoire de la pop culture, les Beatles, le Maharishi Yoga, et tout un pan occulte d'Hollywood, que Tarantino a essayé de mettre en scène dans Il était une fois Hollywood, mais c'est pas folichon quand même. Lynch baigne dans cette contre-culture et va faire un film qui parle de Hollywood. Alors, la façon dont il va montrer Hollywood, c'est une façon très étonnante. C'est-à-dire que le début du film, le milieu et la fin du film sont le fruit d'un rêve ou d'une pensée qu'il a eu en méditant. Ça donne un film que vous avez sans doute vu, bien entendu, plusieurs fois, certains d'entre vous, qui est très déroutant. Alors, comment on va rentrer dans ce film? C'est très simple. Je vous propose un petit protocole de travail qui est ce qu'on fait toujours après les films, c'est-à-dire essayer de voir les différents personnages. Qu'est-ce qu'elles masquent quoi? Ces personnages, et vous avez deux actrices qui jouent sur les deux archétypes de la brune et de la blonde. Qui sont-elles? Voilà, première question. Il y a un cow-boy. Quel est le rôle du cow-boy dans ce film? Lynch donne quelques éléments aussi, que je vais vous donner comme clé, on verra après. À un moment donné, on va dans un club. Alors ce club existe vraiment à Paris, il s'appelle le Club Silencio. Lynch a monté à Paris. À un moment donné, il se passe quelque chose dans le club. Qu'est-ce qui se joue dans ce club? Et puis le symbole central du film, c'est une boîte bleue avec une clé bleue. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça nous donne comme image? Alors là, on va rentrer, si vous voulez, dans l'analyse de la symbolique des images.
Et donc après le film, si vous restez, parce que ça va nous amener jusqu'à plus de minuit, on va, avec des captures d'écran, là on va s'arranger pour que ça fonctionne, je vais vous faire réagir sur un certain nombre d'images que j'ai prises dans le film, je prendrai votre avis, parce que bon, effectivement, ce film est polysémique, on peut voir plusieurs choses, et je vous donnerai à la fin une lecture symbolique possible de ce film. Voilà, c'est tout, sans prétention, c'est juste pour vous montrer que Lynch le dit bien, et ça c'est très intéressant, c'est que vous devez, quand vous voyez un film comme ça, être acteur. C'est pas un film qui se prête à la passivité, et sur les forums on a vu plein de discussions, et si on peut avoir effectivement cette discussion-là ensemble, je pense que ça peut être une expérience intéressante. Donc bienvenue dans le monde d'Hollywood et de la route Mulholland Drive qui va vous amener dans un univers assez inconfortable. Bon courage. There was an accident. A car accident. From David Lynch, the director of Twin Peaks and Blue Velvet. Could be someone's missing. The girl is missing. I just came here from Deep River, Ontario, and now I'm in this dream place. I don't know who I am. That money, you don't know where it came from. Oh, by the way, those two detectives came by again looking for you. Someone is in trouble. Something bad is happening. Now you got me scared. There is no band, and yet we hear a band. Silencio. I remember something. What is it, Rita? What is it? What do you see? Mulholland Drive. Mulholland Drive. That's where I was going. Diane, the car's waiting. You coming? Donc ce film rentre dans une trilogie de 3 films qui vous pose la question, quand vous êtes au cinéma, qu'est-ce qu'on vous montre? Je résume vite fait le premier film. Vous verrez tout ça sur YouTube, sur la chaîne Libermundi. Le premier film, c'était finalement autour du cinéma muet, la recherche des premières images. La question était, est-ce que le cinéma muet est universel? Les pionniers du cinéma ont dit, est-ce qu'ils ont un message à nous donner? Est-ce que, en fait, effectivement, les premiers films étaient des films où il n'y avait pas la parole? Dès qu'on a mis la parole, vous savez, la Tour de Babel, on n'a pas parlé la même langue. À travers le film Angelopoulos, se posait la question du monde comme illusion, et comme derrière le cinéma muet, il y avait l'idée de la musique et des images pour donner à l'homme une vision qui était une vision différente. C'est-à-dire que le cinéma, pour Angelopoulos et pour Lynch, ce n'est pas le réel. Le cinéma nous montre quelque chose qui n'est pas la vie, mais du coup, qu'est-ce qu'on en fait dans notre vie? Pourquoi on passe une partie de notre vie à aller au cinéma? Voilà. Avec l'idée qu'Angelopoulos avait comme idée dans Regard de Lys, que le cinéma, contrairement à Netflix et aux tablettes, là on va vivre un moment, on ne se connaît pas, mais on va échanger ensemble. On est ensemble à regarder des images. Vous voyez? C'est tout l'enjeu aujourd'hui d'aller toujours dans les salles de cinéma et de ne pas s'abonner à Netflix et rester chez soi le soir. Alors, David Lynch, je fais rapidement, c'est ce que je voulais, je ne veux pas vous représenter, mais quelques images rapidement pour vous montrer, bon ça c'est mes références, c'est-à-dire l'analyse jungienne, les symboles, les archétypes, les images aussi, avant les images muettes, au Moyen-Âge on avait des images qu'on a dans l'alchimie, des images avec des couleurs particulières. Lynch, dans ses films, fait très attention aux codes couleurs. Il y a quelque chose d'assez étonnant. Et effectivement, on va reparler de ces couleurs, le noir, le blanc et le rouge, notamment dans les vêtements des personnages. C'est très important chez Lynch. Il y a quelque chose de conscient ou d'inconscient dans tout ça. Il faut savoir que Lynch est fan de ce peintre. Est-ce que vous connaissez ce peintre? Oui. Jérôme Bosch. Jérôme Bosch, vous avez toute une lecture que je ne développerai pas là. Je vais vous donner plein de pistes comme ça que vous chercherez par vous-même. Toute la symbolique de Bosch, c'est un triptyque en 3 parties, est liée à l'alchimie. L'alchimie, c'est une science très très ancienne qui remonte au Moyen-Âge, qui est de l'idée de transmuter la conscience à travers les images. Voilà. Et le cinéma,
peut peut-être déjà se rapprocher de ça. Alors, pour Lynch, bon, une autre référence, c'est Joseph Campbell, le parcours du héros. Alors, on va voir que le parcours du héros, c'est souvent une histoire en 3 parties. Le film que vous allez voir, on se posera la question de comment il est construit, et il est un peu bizarre par rapport à ça. Les 3 parties qui sont en général, on perd quelque chose, on descend dans un monde où on a des épreuves et on revient. Voilà. Là, le film qu'on a vu n'est pas du tout dans ce schéma-là. Mais par contre, il emprunte certaines choses. Voilà. Alors, pour Lynch, très rapidement, il y a fait 10 films en 30 ans. On le voit souvent dans Twin Peaks, il se représente en tant que son fils, qui joue un magicien. Voilà. Je vous passe quelques images que je ne vais pas commenter, du coup, parce que bon, vous connaissez un peu la filmographie de Lynch, avec des films quand même qui sont de plus en plus étranges. Il y a des références au magicien d'Oz, notamment dans certains de ses films. Alors, Twin Peaks, ça a été vraiment le tournant, c'est son œuvre majeure. Vous avez la Twin Peaks saison 3, et on a vraiment cette idée qu'il a réussi à faire à la télé un film de 19h à la fin. Et en fait, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a, comme il y a une espèce d'univers Marvel au cinéma, qui n'est pas forcément transcendant, il y a un Lynchverse, et tous ces films se répondent et se font écho. Alors, le premier film qui va être un peu, qui va casser la narration, c'est Lost Highway. Après, on va avoir, contrairement, il joue beaucoup sur les paradoxes. Après un film bizarre, alors je vous parlerai du ruban de Moebius, on en reparlera, mais ce film-là est un film très linéaire, très solaire. Et en alchimie, on parle du soleil et de la lune, des deux polarités. Et les films de Lynch, finalement, ils sont en miroir, ils sont à la fois semblants mais différents. Et effectivement, celui-là, pris de la mise en scène à Cannes, très particulier. Alors, les références de Lynch, elles sont claires, elles sont autour de Sunset Boulevard. Il y a des références à Paramount, à la question des actrices d'Hollywood. Et ce film-là, qui est son dernier film, le cinéma, mais qui va réparer un peu tout ce qu'il a fait avant, je vous en parlerai. Est-ce que vous l'avez vu, Inland Empire ? Ouais, c'est un film difficile à comprendre, mais qui est très intéressant. Si on a la clé, parce que dans ce film, il est question de clé, donc là, la clé chez Lynch, elle est dans le symbolique. On va essayer d'en parler un petit peu. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement le pilote. Alors, vous pourrez le voir, il est sur Internet, et le pilote est totalement différent du film, forcément. Alors voilà, ça c'est important. C'est-à-dire que Lynch, il nous parle de là. Il nous parle de la méditation transcendantale dans ces films. J'en parlerai un petit peu. Avec un gourou qui était le gourou des Beatles. Voilà, je vais passer ça. Et après, on va commencer à parler du film, parce que ça va marcher. Voilà, la technologie me plante encore une fois plus. Voilà, vous avez une citation de Maharishi Yogi qui parle de... Alors, ce qui serait bien, voilà. Pourquoi Mulholland Drive s'appelle Mulholland Drive? C'est en partie à cause de ce film que vous connaissez sans doute. Ça vous dit quelque chose? Oui. Alors, allez-y, parce qu'on vous fait participer. C'est le cinéaste préféré de Lynch. Fellini, la Strada, la route. Alors, et Lynch habite à Mulholland Drive aussi. Il habite aussi dans la place à Marc sur 2. Voilà. Et alors, ce livre d'Andy Summers, alors on est en plus dans la salle Marilyn. Ce livre nous parle de Goddess de Marilyn Monroe, qui est l'archétype de la star hollywoodienne déchue. Là, on est dans la salle Marilyn, la salle rouge, vous voyez, il y a son portrait qui est là, par Andy Warhol. Et effectivement, ce personnage est vraiment la matrice du personnage de Laura Palmer et de Diane Betty du film. Voilà. Peut-être que ça a à voir, il nous dit quelque chose de Marilyn Monroe aussi dans ce film-là. Audrey Horne, donc vous avez expliqué, devait, c'est elle qui devait être la star, il va y avoir une séquelle de Twin Peaks qui n'a jamais eu lieu finalement. Ce personnage, c'est le musicien, c'est lui qui fait Angelo Badalamenti, que vous avez reconnu, qui fait cette musique, qui participe de quelque chose d'étonnant, de l'atmosphère avec chez Lynch. Et ce film a donné lieu à tout un tas de déclinaisons dans l'art contemporain. À Montpellier, à la Panacée, vous avez une exposition sur le minimalisme fantastique. Et quelqu'un a reconstitué, un artiste contemporain, a reconstitué la fameuse boîte, qui est une espèce de machine à laver. Là. Voilà. Alors, l'idée, c'est d'avoir une discussion ensemble en 4 points. Pensez à revue les personnages, essayez de voir le parcours, les arcs narratifs, les images clés, et finalement, je conclurai, moi, après vous avoir entendu, sur le sens que je donne au film, mais qui est un sens possible. Alors, je vous avais parlé de ce que disait Lynch et du style de film qu'on a, c'est-à-dire l'ambient film, et Lynch dit quelque chose
trouve dans des entretiens. Il dit, je crois que l'intuition, le détective que nous sommes, c'est comme ça qu'il définit l'intuition, lie les choses entre elles, le sens qui est cohérent pour nous. C'est-à-dire que chacun dans la salle, vous allez peut-être avoir un sens de Mulholland Drive à donner, hein, on va voir ce qu'on en fait. Et effectivement, c'est un film qu'il ne faut pas prendre uniquement au niveau intellect. Il faut essayer de le ressentir avec sa tête, son cœur et son corps. Voilà. Et des fois, il y a des gens, ça les rend mal à l'aise. Je sais que la saison de Twin Peaks, les nouveaux épisodes, ça a été projeté à Cannes. Il y a des gens qui sont sortis, ils étaient très mal à l'aise d'avoir vu les 2 premiers épisodes de Twin Peaks dans une salle avec un son particulier. Alors ça, vous vous amuserez si vous avez le DVD français. David Lynch, il donne 10 clés, 10 questions. Alors ces 10 questions, je vais en reprendre certaines que je vais vous poser pour vous donner peut-être des pistes par rapport au film. Alors, donc, les 10 indices, c'était, on va revenir dessus, je vais vous les poser après. Voilà, donc on y va, voilà, j'ai été trop vite, qu'est-ce qu'il va falloir tout seul, c'est dans la UE. On était sur les personnages. Le personnage, je reviens au début, voilà, c'est de dire qu'un personnage, alors là je pars un peu chez Jung, le persona c'est la personne, ça veut dire aussi le masque. Donc ces 2 actrices, Betty Diane, on va commencer par elle, finalement qui est-elle? Parce que je vais vous laisser en parler. Ce personnage, qu'est-ce qu'il nous cache? Alors, si quelqu'un veut prendre la parole, on met les doigts, je vous donne la parole. Vous parlez fort par contre, pour qu'on puisse vous capter. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce personnage féminin? Monsieur, allez-y, parlez fort. Hein. C'est une personne qui a envie de percer à Hollywood. Ouais. Enfin, pas à Hollywood, je ne sais pas si c'est Hollywood, mais en tout cas à Los Angeles, dans le milieu cinématographique. Mais après, on ne sait pas par quel bout la prendre. Ouais. Il y a le début et il y a la fin du film. Complexe. Donc, comment elle est arrivée au cinéma et quelle est son histoire, c'est un peu compliqué. Il manque des morceaux. Il manque des morceaux. On est d'accord. Donc on est bien dans l'archétype de l'actrice qui veut réussir. Oui. Alors, bon, Betty, Diane, je laisse d'autres personnes s'exprimer, allez-y. Hein. Monsieur je trouve que quand le personnage de Betty est introduit au début, on dirait vraiment qu'elle joue, enfin je veux dire, on voit qu'elle joue presque l'acteur. Et ça fait un peu écho avec la scène quand elle doit jouer son personnage avec le réalisateur qui parle de choses un peu étranges par rapport à la vie. Et alors que le personnage de Diane est diamétralement opposé parce qu'on a vraiment l'impression que c'est la personne qui vit, enfin le personnage qui vit en fait vraiment, et comme dit le réalisateur, etc., la différence entre vivre le personnage et quand il le faut ou pas en fait. Oui, alors c'est la question de l'acteur. Hein. Effectivement, c'est quoi être acteur? C'est le paradoxe du comédien. Et c'est vrai que c'est le rapport en réel qui est questionné. Hein. Donc par rapport, c'est des questions que je posais moi par rapport à ce que vous dites, c'est est-ce que Diane représente ce que Betty a peur de devenir finalement, ou est-ce que Betty est l'incarnation fantasmée de la malchance de Diane? Donc il y a cette idée qu'à Hollywood, grandeur et décadence. On peut très vite... et puis qui sommes-nous? C'est-à-dire que effectivement, une actrice, du jour au lendemain, elle va changer de nom, elle va changer de destin, ça va très vite. Hein. On construit un personnage, ce personnage... Voilà. Et effectivement, la question du jeu est très étonnante, parce que là, il y a une référence à la botte Eve de Mankiewicz, hein, sur le rapport entre 2 actrices. Il y a des rapports de phagocytage, de vampirisme entre une actrice qui va essayer de s'accrocher à une autre pour devenir célèbre. Hein. Mankiewicz le montre très très bien dans ce film-là. Et Lynch, bien entendu, va s'en inspirer. Voilà. Et ça, avec Betty, à un moment donné, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est la seule qui ne fume pas dans le film. Elle porte des robes claires et Diane des robes grises. Donc là, il y a un code couleur. Hein, la question de la clarté, de l'innocence, et après du gris, on rentre dans le monde qui est le monde du gris. Dans le monde d'Hollywood, a priori, ça paraît tout beau, et quand on creuse, on voit le gris. C'est-à-dire, c'est pas le noir, c'est pas le blanc, c'est autre chose. Voilà. Alors sur Betty, est-ce qu'il y a d'autres choses? Après, on passera à cette jeune femme. Monsieur? D'habitude, un film commence par la réalité. Et puis, il y a quelquefois, souvent, un morceau de rêve. Ouais. Alors, l'astuce de celui-ci, c'est que c'est l'inverse. En fait, on commence par une longue séquence de rêve, ce qui est d'ailleurs expliqué, parce que quand on regarde bien au tout début, il y a une femme couchée qui se cache derrière son drap, donc il s'enfonce dans son rêve. Et après, on a une longue séquence de rêve avec la vie de Betty, qui est une vie complètement dorée, merveilleuse, où tout se passe bien, jusqu'à la boîte bleue. Alors là, pour la première fois, on enfonce la clé dans la boîte bleue, et après la boîte bleue, boum, retour à la réalité. En gros, la clé, c'est la clé des songes. Voilà.
Et là, on s'aperçoit que tout s'inverse. C'est-à-dire que dans la séquence de rêve, Betty est la protectrice de la ravissante brune de Rita, pardon, alors que dans la réalité, c'est l'inverse. C'est Rita qui est une star et elle a des petits rôles parce que Rita doit bien lui en donner, etc. Je pourrais continuer le parallélisme plus loin, mais il est absolument clair que toute la première partie, c'est ce dont rêve Diane, je ne sais plus comment vous l'appelez, et qu'elle n'a pas dans sa vraie vie. Là, on est passé déjà à ce que j'appelle l'analyse de la narration du film, et vous venez de résumer, on va dire, l'opinion majeure qui est sortie du film. Philippe Rouillet en parle dans le Blu-ray, et je vais essayer de vous montrer qu'il y a une autre lecture possible que celle-là. Cette lecture est totalement légitime, on est bien d'accord, mais la puissance du film, et ça, on va y venir un peu après. Mais c'est vrai que le personnage de Betty appelle ça, appelle cette histoire de... On a l'impression qu'on est bien dans sa tête et qu'effectivement, ce que vous dites est une lecture possible du film. Alors, on va effectivement se concentrer sur le personnage de cette femme, sans nom. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il y a un miroir avec Rita Hayworth. Alors, est-ce que vous avez compris pourquoi Lynch nous parle de Rita Hayworth à ce moment-là? Alors ça, il faut connaître un peu la vie de Rita Hayworth, parce que le film fonctionne aussi comme ça, par des références un peu bizarres. Alors, Rita Hayworth ou la femme sans nom, la femme brune, qu'est-ce qu'on peut en dire? La femme d'Orson Welles. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle avait, Rita Hayworth, en fait, comme dans sa vie? Elle a vécu des choses très très dures. Elle a été victime d'inceste quand elle était jeune, et elle est morte de la maladie d'Alzheimer. Et quand on a Alzheimer, on est perdu dans l'espace-temps. Voilà. C'est intéressant, hein? Les deux, être perdus dans l'espace-temps, c'est ce qui arrive au personnage de Lynch à partir de Lost Highway. Et la question de l'abus sexuel. Là, il y a des gens qui manifestent à côté par rapport à Polanski, par rapport à plein de choses, le cinéma, les stars, les metteurs en scène et le sexe. Vaste sujet. Et Hollywood se bâtit en partie quelque part là-dessus. Je ne vais pas ensuite incriminer personne là-dedans, mais voilà. Le destin de cette femme, qui est un destin funeste. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de... Alors, voilà. Là, vous voyez, c'est intéressant. Dans cette scène, il se passe quelque chose, là. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, cette scène? Elle est devant un miroir. Donc là, on rentre déjà un peu dans la symbolique de la scène et du rapport entre les deux femmes, si vous voulez vous en parler. Bergman. Bergman, tout à fait. Persona de Bergman. Alors, sauf que, je vous suis avec Persona. Bon, les archétypes, c'est la brune et la blonde. Le soleil et la lune. En alchimie, on a les deux archétypes qui sont représentés par le roi et la reine. Alors, effectivement, au cinéma, on a Vertigo, qui est une référence majeure entre deux femmes qui intervertissent leur personnalité. On a effectivement, dans le film, vous l'avez vu, des scènes de sexe. On a effectivement la rencontre sexuelle. Chez Bergman, on n'est pas dans le sexuel, on est dans le psychique. Voilà. Mais il y a bien une référence à Bergman. À un moment donné, dans Bergman, vous avez une scène où les visages tremblent, où elles se fondent. Là, vous rappelez-vous, suite à la découverte du cadavre de l'actrice mystérieuse, il y a un check, et les images, les personnages, ça tremble. Mais elles ne vont pas jusqu'à fusionner. Alors que chez Bergman, vous avez une fusion des deux personnages. Vous avez l'infirmière et la malade. Mais l'infirmière était infirmière, elle était jadis une malade, et les deux sont complémentaires. Donc effectivement, il y a bien cette référence. Sauf que Lynch est dans le sexuel, mais pas que. Alors que Bergman est plus dans les archétypes et dans le psychique. Et la référence est juste. Alors, une autre référence, est-ce que vous connaissez le film de Jacques Rivette? Très intéressant. Duel de Jacques Rivette. Le combat de deux magiciennes, une brune et une blonde, qui sont d'abord rivales et qui vont faire alliance. Rivette est vraiment en miroir avec les films de Lynch. Je vous laisse creuser ça. Voilà, alors on revient un petit peu sur sur le personnage de la femme sans nom qui va s'appeler Camilla. Après, qu'est-ce que vous voulez en dire de ce personnage? Qu'est-ce qu'elle représente dans le film? Si quelqu'un va en parler. Mademoiselle, allez-y. De toute façon, les deux personnages féminins sont un peu à double tranchant, c'est-à-dire que le personnage de Rita et Camilla représentent à la fois la femme fatale, mais surtout du côté de Camilla. Alors finalement, du côté de Rita, ça va plutôt être la jeune femme qui doit être aidée par le protagoniste, généralement masculin, mais là en l'occurrence féminin. Il y a des archétypes, le brun, le lunaire, le blond, le solaire, sauf qu'à un moment donné, quelque part, ça va s'inverser.
Alors, cette scène, en quoi elle est intéressante, cette scène, sur la question de jouer ou réagir? Cette scène montre quelque chose d'assez étonnant, qui est à mon avis un point de basculement. Et là, on serait dans le rêve, hein, quelque part dans cette scène. Mais en même temps, le rêve devient... Le rêve, c'est merveilleux, mais il se passe quelque chose qui n'est pas si merveilleux là-dedans. Comment vous l'avez senti, cette scène de jeu? Et qui est d'abord l'écho. Cette scène, on la voit totalement... Parce qu'en fait, le texte, il peut être ridicule. Quand elle le joue avec sa complice, elle pouffe de rire. Ça ne marche pas. Mais là, il y a quelque chose qui se joue. Et qu'est-ce qui se joue là-dedans? Allez-y, quelqu'un. Je dirais la tension sexuelle. La tension sexuelle, exactement. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on sent le vieil... On est un petit peu dans les films, si vous voulez, de l'ancien Hollywood. Le producteur qui dirige, le vieux réalisateur, le vieil acteur libidineux, et la petite starlette, et là, voilà. Sauf qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est elle qui prend sa main et qui lui met sur les fesses. C'est-à-dire, elle va, on a l'impression que la perversion, il y a une contamination qui se fait entre le type qui est dans une énergie qui la considère comme un objet et elle qui va le considérer comme un objet. Donc ça, c'est très ambivalent sur les fameux rapports quand on parle d'abus, hein, dans la question du monde hollywoodien, effectivement, c'est très ambivalent. Hein. Est-ce qu'il y a d'un côté les méchants metteurs en scène qui abusent des pauvres actrices, ou est-ce qu'à un moment donné, c'est pas plus complexe que ça? Voilà. Donc ça, moi, quand je dis ça, je me suis dit hors contexte judiciaire actuel, d'accord, hein, je ne suis pas au courant de tout ça. Mais je vous fais réfléchir à ça. Hein. Le système hollywoodien, quand vous incarnez le désir, quand une actrice incarne le désir, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on reçoit? Qu'est-ce qu'on déclenche comme force? Hein, pulsionnelle, effectivement. Et comment, à un moment donné, on retourne ces forces pulsionnelles contre les instigateurs. Là, il y a quelque chose d'assez intéressant. Hein, qui, à un moment donné, et il donne une indication qui a fait rire, mais l'indication, elle est intéressante. C'est qu'en fait, le réel naît de l'illusion. Il n'y a pas une opposition chez Lynch, et là c'est bien montré, entre ce qui serait de l'ordre du factice et du réel. Il y a une espèce de yin et yang. Hein. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui émerge d'une situation illusoire. Et il y a quelque chose de cette femme elle émerge, il y a une autre partie d'elle qui émerge à ce moment-là. Peut-être. Hein, je vous laisse réfléchir à ça. Alors, pour continuer, dans nos personnages, alors, c'est ça, le paradoxe lynchien. C'est très intéressant parce qu'en jouant, on révèle qui nous sommes. Et Lynch, il va dire, Mulholland Drive est une histoire à la fois optimiste et pessimiste. Voilà, Diane revient réelle, c'est-à-dire, elle sort de l'image de la petite jeune fille fleur bleue qu'on pense qu'elle est vraiment. Mais elle joue quelqu'un d'autre, mais en même temps, en jouant quelqu'un d'autre, elle se révèle à elle-même. C'est très bizarre, hein, c'est pas manichéen du tout. Alors, très étonnant, dans la vie réelle, eh bien, il s'est passé le contraire. C'est-à-dire Camilla qui a du succès, l'actrice qui a joué Camilla n'a eu aucun succès après. Et celle qui a eu du succès, c'est elle. Elle se retrouve à jouer dans un film avec Woody Allen. Woody Allen, dont la carrière, encore je ne porte pas un jugement sur ce qu'il a vécu, mais la carrière de Woody Allen est maillée d'histoires d'abus sexuels. Vrai ou pas vrai, je ne sais pas. D'accord ? Et elle joue dans un film qui s'appelle « Vous allez rencontrer un sombre inconnu ». Intéressant, quand on voit le sombre inconnu, il est déjà dans le film, là. Hein, on va en reparler après. Donc voilà, ce qui est très intéressant, c'est de voir les effets miroirs inversés entre la vie des acteurs, les films qu'ils jouent. Alors, est-ce que c'est totalement du hasard ou pas? Je vous laisse ouvert la question. Voilà. Alors, This is the Girl. Alors, c'est qui cette femme, justement, Camilla Rod? Alors, ça, c'est dans la série télé. Pas tout à fait la même actrice dans la série télé, dans le film. Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire Camilla Rod là-dedans? Parce que c'est ni l'une ni l'autre, on est d'accord. C'est pas la brune. C'est pas la brune. Alors, c'est qui? Comment vous avez ressenti ce personnage? On la voit quoi faire dans le film? Chanter. Chanter. Donc la musique. Ça, c'est très important chez Lynch, la musique, comme chez Angelopoulos. Puisque chez ces deux cinéastes, la parole mène à la manipulation. Ce qui peut sortir l'homme du mensonge, c'est la musique et la chanson. Voilà. Par contre, elle, c'est un archétype. L'archétype du féminin, alors de la beauté solaire, mais aussi peut-être de la corruption, puisqu'elle, elle est protégée par la mafia. Il y a quelque chose qui se joue. Qu'est-ce que joue la mafia avec toutes ces actrices? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. On ne saura pas tout. Alors, ce personnage, le metteur en scène, est-ce que c'est un portrait de David Lynch ou qu'est-ce qu'on peut en dire de ce monsieur qui s'appelle Adam?
Adam, d'ailleurs, Adam, le premier homme. Hein. Mais bon, là, est-ce que c'est vraiment un homme, ce monsieur? Alors, je vous laisse en parler, si vous voulez. C'est Godard s'il était beau. Oui, oui, d'accord. Alors, c'est intéressant que vous disiez Godard, parce que vous savez que le dernier mot du mépris, c'est Silencio. Donc, il y a effectivement dans le choix de Silencio une référence à Godard, bien vu. Hein. Non, mais on est d'accord, Lynch est un cinéphile, donc les références, elles y sont. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Mais sur ce qui arrive à ce personnage-là, par rapport au personnage, si on voit dans l'univers de David Lynch, est-ce que c'est un personnage qui est caractéristique des personnages masculins de Lynch jusqu'à présent? Si on le compare à des personnages comme lui. Parce que dans tout le film, il va faire que subir. Enfin, on enlève son actrice qui voulait pour son film, il se fait tromper par sa femme. C'est ça. Voilà, donc c'est l'anti-héros. Alors contrairement au personnage de Kyle MacLachlan, qui dans les films de Lynch est d'abord sur un mode passif, mais après, ce personnage est sur un mode beaucoup plus actif. C'est le détective, c'est Dale Cooper. C'est Jeffrey dans Blue Velvet, qui va quand même... Dans Blue Velvet, vous savez qu'il y a une brune et une blonde aussi. Et lui, il fait le pont entre les deux. Il arrive à réconcilier la brune et la blonde et à sortir du piège. Là, ce mec-là, c'est pas du tout ça. C'est les studios, hein, avec toutes les complicités. Hein. Et c'est vrai que le monde de David Lynch, il est dans des archétypes à la fois, effectivement... alors, est-ce que vous l'avez vu dans le film, Laura Palmer? Bah, elle y est, je vais vous montrer. Hein. Enfin, je vais vous montrer que tout est lié. Hein. On va continuer là. Alors, ce personnage-là, le cow-boy, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'il est réel, pas réel? Et pourquoi un cow-boy? Je vous laisse vous exprimer là-dessus. On le voit beaucoup dans un autre film de Lynch. Allez-y. Je ne sais plus lequel, j'ai oublié le titre. Ah, il y a des références, vous avez raison, à des cow-boys. Je ne sais plus si c'est Twin Peaks ou... Alors, en fait, si on prend les références, je suis sur les références, on le voit deux fois dans le film déjà. Mais deux fois, c'est pas le même acteur. En tout cas, on le voit bien deux fois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si on le voit deux fois? Il y avait un code d'ailleurs. C'est-à-dire que le réalisateur a mal choisi. Non, trois fois s'il a mal choisi. Oui, elle a dit si vous me voyez une seconde fois, c'est que vous avez mal choisi. Voilà. La troisième fois, c'est... On l'a vu que deux fois, on est d'accord. Bah, la dernière fois, c'est la troisième fois, puisqu'il a dit si vous me revoyez une seconde fois, et si vous me revoyez une troisième fois. Alors, la première fois, c'est quand il dit pas. Ouais, et donc la deuxième fois, c'est positif ou négatif? La deuxième fois, c'est quand elle se réveille. Oui, mais c'est... il parlait à Adam, il parlait pas... Ah bah, la question après, c'est est-ce que... Alors voilà, on le voit trois fois, vous avez raison. Après, il est en présence d'Adam que deux fois. Parce que là, Adam est là, d'accord? Donc en fait, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, on peut voir les deux, on peut voir effectivement... Mais en fait, si on prend la psychanalyse jungienne, en fait, tous les personnages, c'est des aspects de nous-mêmes. C'est-à-dire, Adam, c'est un aspect de notre ego ou de notre personnalité qui est avide de pouvoir et qui est prêt à toutes les compromissions possibles. Hein. Et les deux personnages féminins, c'est deux aspects de notre psyché, de notre âme, qui sont un peu en conflit, voilà, entre le côté sombre et le côté lumineux. Donc c'est vrai que ce personnage, il est très ambigu. Hein. Il apparaît, et en tout cas, Adam, s'il le voit deux fois, Adam, il est bien rentré dans le système après. Hein. Il a même sa récompense, il a une actrice. Et Camille Yarod, elle est dans le film. Et vous avez vu Camille Yarod, elle roule une pelle à l'actrice en question. Donc il y a bien le système à bien gagner. Ce qui est intéressant, c'est de se dire pourquoi le cow-boy? Pourquoi ce cow-boy-là? Alors là, il y a des références au cinéma américain, hein, très simples, qui sont que le fait que ce personnage, c'est Tom Mix. L'acteur qui joue, il a les habits de Tom Mix. C'est pour ça qu'il a été choisi. Hein, Tom Mix, c'est celui qui a fait 300 films, 1980-1940. Le premier qui va être sur l'histoire de on règle nos problèmes à coups de revolver, hein, la loi du plus fort, la loi de la jungle, et tout le cinéma américain est construit sur le mythe du Far West et du bon blanc qui va régler les problèmes. Donc, on a toute l'histoire du cinéma américain qui s'invite là, à travers Tom Mix. Et il y a un film de David Lynch qui est un court-métrage, hein, qui s'appelle The Cowboy and the Frenchman. Hein, donc, effectivement, cette figure, elle est déjà chez Lynch plusieurs fois. Vous avez raison, monsieur. Bon, c'est pas forcément de ses chefs-d'œuvre, ça. Ça n'a pas l'air, oui. Par contre, alors, une des réponses sur la question de ce cow-boy. Effectivement, la transformation. Hein. Donc, quand il dit wake up, alors c'est vrai que là, je peux vous suivre sur la question, il se réveille. Mais sauf que, si le cow-boy est lié au monde du rêve, il est quand même dans la réalité à la fin. Donc c'est très bizarre. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas le revoir passer à la fin. Puisqu'en fait, la fin, si on est dans le réel, il n'y a pas de cow-boy. Le cow-boy est un fantasme représentant tout l'inconscient collectif d'Hollywood. Vous voyez,
Donc ça devient complexe, puisqu'en fait, le cobaye... Ouais, mais enfin, nos rêves sont faits de personnages réels que nous transformons. Oui, oui c'est vrai. Mais la réalité, si on part du principe qui est la dernière partie et la réalité, le cobaye, il est dans la soirée. Donc c'est là où c'est plus complexe, en opposition rêve réel. Alors, c'est un autre rôle. On va y arriver, du coup. On va y arriver à ça. Alors, en fait, ce personnage fait écho à notre personnage. Que je vais appeler l'homme mystère dans... Alors, tous ces personnages, je vais les appeler des gardiens du seuil. C'est des personnages qui sont des personnages clés chez Lynch. Alors, je vais aller plus loin dans l'analyse que je ferai à la fin. Voilà. Alors, on va justement maintenant être dans cette idée de comment est construit le film. Quel est le parcours narratif du film? Alors, monsieur, vous avez très bien développé la théorie possible. Alors, est-ce que d'autres personnes ont d'autres hypothèses que cette idée? Première partie, la vie rêvée. Deuxième partie, retour à la triste réalité. Est-ce que vous avez d'autres hypothèses? Monsieur? Dans la première partie, pour être dans un film. Ouais. Surtout à cause du... Enfin, je pense surtout ça à cause de la scène dans une espèce de bar théâtre. Oui. On se rend compte que le son sera en fait le son du film. Ouais. Et donc les personnages se rendraient compte que c'est des personnages dans un film. Ouais. C'est tout ce que j'ai. Oui, non, mais vous avez raison, parce que ce film est c'est un métafilm sur qu'est-ce que c'est que le cinéma. En tout cas, c'est clair que le cinéma n'est pas la réalité, mais une couche d'illusion, mais qui nous permet peut-être de penser la réalité autrement. C'est là où il y a un paradoxe. Alors, est-ce que vous avez d'autres hypothèses sur la construction narrative du film? Parce que là, c'est quand même le point central qu'on est en train de voir. Il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer. Parce que ce que vous avez dit tous les deux, je pense que c'est juste à un certain point, bien entendu. D'autres hypothèses? Ou alors vous avez frichement rien compris et quelqu'un peut dire mais ça n'a aucun sens tout ça. Vous avez aussi de... Parce qu'il y a des gens qui pensent que ce film n'a aucun sens. Donc quand même pas. Hein? On pourrait dire mais qu'est-ce que c'est que ce fatras? Pourquoi on se prend la tête à décrypter ça? À 23h30. On va essayer de terminer dans une demi-heure. Ok? Alors, j'ai mis un certain nombre d'hypothèses, parce que j'ai essayé de faire la revue. Il y a des gens qui disent effectivement rêve-réalité. La réalité et le cauchemar. Bon, que la deuxième partie aurait des éléments un peu cauchemardeux. Alors, regardez ce dessin. C'est le ruban de Moebius. Le ruban de Moebius, vous l'avez là. C'est quelque chose qui est le réel, mais le réel a un envers. C'est-à-dire le ruban de Moebius, c'est deux faces distinctes d'une seule et même réalité. Et comment on passe de l'un à l'autre? On passe souvent suite à ce qu'on appelle un rituel, ou quelque chose qui est de l'ordre de la ritualisation. Si on prend l'envers, le monde, l'envers du monde, c'est le démon. C'est l'inverse, on inverse les lettres. Donc on démonte les choses, on inverse les personnages, l'une devient l'autre. On l'a bien vu. Et ce qui est très étonnant, c'est que la deuxième partie, mettons qu'elle soit le réel, c'est un réel qui n'est pas chronologique du tout. À un moment donné, quand Rita apparaît, est-ce que Rita, elle apparaît vraiment ou elle est dans sa tête? Est-ce qu'elle n'est pas en train de faire un rêve lucide dans la deuxième partie qui est censée être le réel? Et ce réel n'est pas chronologique, puisqu'on voit, elle s'engueule avec Rita, puis après Rita du téléphone, elles sont copines pour aller ensuite... Vous voyez, donc là, Lynch déstructure le réel même. Voilà. Donc c'est complexe, cette question. Alors du coup, bon, l'hypothèse moi, que je vais faire, c'est qu'on est vraiment dans un mouvement de Moebius. C'est que de toute façon, pour Lynch, le monde réel n'existe pas. Pour Lynch, nous sommes dans un rêve. Il le dit dans Twin Peaks, la saison 3. La seule question qu'on va se poser, c'est qui est le rêveur? Est-ce que vous participez au rêve? C'est ce qui s'est un peu passé, c'est-à-dire s'il n'y avait pas les gens et les fans de Twin Peaks qui avaient demandé la saison 3, la saison 3, c'est la saison 1, c'est le rêve de David Lynch. Je fais une analogie avec Twin Peaks très vite. La saison 1, c'est le rêve de David Lynch de faire un film. C'est cassé par le studio de cinéma. La saison 2 est une espèce de bordel où il y a des choses qui fait que 3 épisodes. Donc il est très embêté. Ça suscite chez les gens quelque chose d'énorme. Et les gens rêvent de voir Twin Peaks le retour. Eh bien, ça devient possible. Et regardez aujourd'hui le nombre de buzz sur Internet qui parlent du retour de Twin Peaks encore. Donc Lynch nous communique ses rêves. Donc on est dans un monde, de toute façon, qui est un monde de rêve. Mais qu'est-ce que nous dit le monde du rêve? Vous savez, la question du rêve, c'est est-ce que là je rêve que je suis en train de donner une conférence?
Qui suis-je? Est-ce que je suis le papillon qui rêve, qui s'envole, Chuan-Tzu, hein? Est-ce que je suis dans mon lit, là? Est-ce que je suis là avec vous? Enfin, qui me rêve? Qui m'a pensé? Enfin, c'est des grandes questions que les taoïstes se posent et que Lynch se pose. Hein? Voilà, monsieur? Oui, moi, dans ce qui vient d'être dit, je ne retrouve pas du tout une explication de la première partie où cette femme se retrouve, qui devient Rita, oui, se retrouve dans une voiture, est braquée et échappe un peu miraculeusement à un accident, et on découvre qu'elle a une mallette pleine de billets. Voilà. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de type mafieux, de trafic ou autre, et donc ça, c'est pas du rêve, ça. C'est pas du rêve. Alors, on va en venir, merci. Alors, je vais développer ça. Alors, rapidement, hein, cette question du ruban omnibus, ça vient de Lost Highway. Revoyez Lost Highway, vous allez comprendre des choses par rapport à ça. Nous, par rapport à ce que vous dites, c'est le début d'une série télé. Donc, le début du film, ça devait être, il devait y avoir une enquête. Donc, il y avait vraiment la piste mafieuse, et donc ces personnages, ils arrivent au début. Et en fait, ça devait être les héros du film. Sauf qu'en fait, si vous allez voir le Blu-ray, il y a des scènes avec eux qui ont été coupées. Donc Lynch, n'oubliez pas, pour répondre à votre question, c'est que Lynch, il part sur une piste. Et la route de Mulholland Drive, c'est une route qui serpente, et donc qui se perd. Et donc il va oublier la piste policière. Ça nous met un petit peu dans le trouble. Effectivement, cette femme, si elle a fait l'objet d'un contrat, ce qu'on comprend à la fin, hein, c'est que Betty fait un contrat par vengeance. Dans la partie rêve, cette personne qui va être tuée se retrouve avec l'argent de son propre contrat. Donc c'est bizarre, avec la clé bleue. Donc effectivement, il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc je vous assure, on n'arrivera pas à le faire coller totalement, de toute façon. Hein. Il y a l'idée que Lynch abandonne des pistes. Alors effectivement, c'est peut-être une erreur. Il abandonne, alors voilà, ce personnage, pour qui il bosse? Est-ce qu'il bosse pour Betty? Dans la première partie, oui. Mais il est aussi dans la partie du rêve. Et dans la partie du rêve, il cherche une fille. Et qui cherche la fille? Est-ce que c'est les mafieux qui cherchent la fille, ou est-ce que c'est Betty? Vous voyez, donc on a les deux interprétations. Hein. Le système de la mafia et le système de la vendetta personnelle. Je vous rappelle que la mafia est basée aussi, le système mafieux est basé sur la volonté de l'ego et de la vendetta. La vendetta, ça parle d'une jalousie personnelle. Et après, ça s'est développé dans un système qu'on appelle la mafia. Mais donc les deux peuvent être complémentaires. Alors, j'avance un petit peu tout ça. Alors, le synopsis, pour vous dire. Hein, parce qu'en fait, il y a bien des choses qui sont écrites au début. Ça, j'ai retrouvé. Alors là, vous avez Lynch, pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, c'est une source, c'est les entretiens avec Chris Rodley au Cahier du cinéma. Alors ça, malheureusement, c'est épuisé, on ne le trouve plus. Et Lynch, très rarement se livre. Et il dit ça. Première partie, elle se retrouve dans le parfait mystère. Donc il ne nous parle pas de rêve. Il nous parle de quelqu'un qui arrive et c'est mystérieux. Une triste illusion. Deuxième partie. Et enfin, l'amour. L'amour, mais au sens de la déception. Pas comme Tielman, on va lui rendre un peu hommage parce qu'il est venu présenter Twin Peaks ici avec moi, et c'est quelqu'un que j'aime bien, qui fait toute une analyse autour du sick amour, de l'amour malade. Lisez les livres qu'il a fait au PUF là-dessus, c'est très intéressant. Ça, c'est le film. La série TV, c'était plus lisible. C'était une femme essaye de devenir une star à Hollywood et se retrouve détective entraînée dans un monde dangereux. D'où l'idée que, monsieur, effectivement, on partait bien sur l'idée d'une femme qui était peut-être objet d'un contrat ou victime d'un contrat. Il y avait des mafieux, il y avait des policiers. Et voilà, mais ça, du coup, c'est court-circuité hein, par le fait que Lynch, en un film, il doit faire ce qu'il avait fait pour le pilote de Twin Peaks qui n'était pas très bon. On l'avait obligé à faire ça. On l'avait obligé à mettre la femme de Twin Peaks dans le pilote. Ben là, on l'oblige un peu à faire il refait la même chose avec Mulholland Drive. Hein, c'est comme s'il commençait une série. Du coup, ça donne des choses bizarres. Alors, bon. Ça, c'est un élément très important. Est-ce qu'on peut en parler, ce qui se passe au Winky? Ça arrive à la 14e minute, ça. Comment vous l'avez compris, cette scène? Qu'est-ce que ça vient faire là? Alors, est-ce que quelqu'un a une hypothèse? Ça vous laisse sans voix. Bon. Monsieur. Ça vient nous angoisser un peu avant l'heure. Ouais. Et ça commence à remuer un peu des cauchemars à venir ou passer. Donc, la question que la première partie serait un rêve, où tout est merveilleux, bah, pas tant que ça. Puisqu'en fait, dans le Winky, il y a quelque chose d'étonnant. Ce type, il a une angoisse. Et son pote veut dire, mais non, mais il n'y a rien derrière. Sauf que le rêve est réel.
Donc dans la partie qui serait soi-disant dans l'exégèse la plus simple, l'idée que la première partie est un rêve. Donc on oppose rêve et réalité. Attendez. Non, un rêve pour Betty. Oui. Il ne faut pas tout mélanger. Ah, je mélange. C'est le rêve de Betty. C'est le rêve de Betty. Alors, dans le rêve de Betty, il y a des trucs comme ça. Oui. Qui, à la limite, sont un clin d'œil pour nous dire ouh, c'est un rêve. D'ailleurs, lui, il rêve. Mais sauf qu'à un moment donné, il sort et ce qu'il a rêvé, il le voit. Alors, vous me dites, il le voit dans un rêve ou que c'est pas vrai. Mais le personnage, là, il le voit bien. Et nous, on nous le montre, ce personnage. On nous le montre. Attendez, mais ça, c'est le propre de tous les rêves. Oui. Tous nos rêves sont composés de personnages angoissants. D'autres réalités que nous vivons de manière différente. Okay. Et c'est aussi le propre de tous nos cauchemars. Donc ça, franchement, c'est assez basique. La seule question, c'est est-ce que l'opposition, c'est la question que je vous repose et on va essayer de voir, est-ce que l'opposition chez Lynch, quand on prend tout son univers, est-ce que l'opposition rêve, monde du rêve, monde réel tient? Moi, je pense qu'elle ne tient plus chez Lynch. Mais c'est une clé de lecture possible. Hein, ce que vous dites est tout à fait juste aussi, il n'y a pas de souci. Monsieur. Je tenais juste à faire remarquer que cette scène et une autre scène un peu de rêve aussi, celle avec le tueur à gages qui tue un peu comiquement tous ceux qui passent. Ouais. Il s'est entrecoupé de la brune qui dort. Donc ça pourrait être un rêve dans un rêve avec lui qui a un autre rêve. Voilà, la question du rêve dans le rêve, c'est pas faux ce que vous dites. Hein. Mais juste... Là, on est chez Christopher Nolan, un petit peu Inception, le rêve dans le rêve. Non, mais c'est vertigineux. Donc c'est vrai que... Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est pareil, hein, donc je fais mes petites recherches, Lynch, il dit qu'il n'a pas tourné ça n'importe où. Ce Winky, là, hein, pour qu'on peut dire. C'était un lieu qui s'appelle Cooper Pedy, qui existe sur Sunset Boulevard, donc la référence au film Sunset Boulevard. C'était un lieu de casting des figurants, au temps de l'âge d'or d'Hollywood. Capra allait caster ses figurants dans ce bar-là. Sur le parking où vous avez le monstre, eh ben, il y a une baraque de satanistes. Intéressant. C'est des faits, c'est Lynch qui le dit, d'accord? Donc là, on est dans... Qu'est-ce que ça dit du réel? Qu'est-ce que le monde du rêve ou le film dit du monde réel? Vous voyez, j'essaie de vous montrer qu'il y a peut-être des liens à faire à un moment donné. Alors, les points d'interrogation, très simplement, hein, pour vous mettre le doute encore plus, parce que je ne vais pas résoudre le film ce soir. Diane voit en rêve une logeuse qu'elle ne rencontre que par la suite, bon, qui est la mère d'Adam, possible. Diane aurait découvert son propre cadavre. Quand on regarde la tête du cadavre, et encore plus dans la série télé, c'est pas la tête de Diane. Hein? Et pourquoi la victime a l'argent de son propre contrat dans son sac? Bon, c'est des questions que je vous mets pour vous montrer que la thèse rêve-réalité, elle est séduisante, mais elle ne tient pas totalement. Hein? Enfin, il n'y a aucune thèse qui tient vraiment le bout, je trouve. Alors, je vais vous poser, j'essaie de regarder le timing, ça va, vous n'êtes pas encore trop fatigué. Là, l'expérience qu'on va faire, c'est de vous poser des questions sur des points du film. Alors, Lynch dit qu'il y a des clés de compréhension dans le pré-générique. Quelles sont-elles, ces clés? Tout est dit dans le pré-générique. Si vous avez bien vu. Alors, est-ce que quelqu'un a vu? Déjà, je vous ai mis une image. Intéressant. Ah, c'est les codes couleurs qu'il faut repérer. Hein? Ah, monsieur. On est dans un contexte idéal sur le premier plan, avec des danseurs, de la super musique, enfin très entraînante. Ouais. Et puis derrière, il y a des ombres. Des ombres. Ouais. Ah, il y a deux choses. Il y a le mauve. Le mauve, c'est une couleur très très spirituelle, très très forte. Hein. Et il y a l'ombre. Dualité ombre-lumière, hein, bien entendu. Et après, on va avoir... Alors, ce qui est intéressant, c'est que les danseurs, ils sont dédoublés. Donc, quand on est dans le double, on est dans la question du double. Une thématique très large chez Lynch. Betty, elle a gagné un concours de danse. Mais on ne la voit jamais danser. On ne voit jamais son partenaire. Elle est seule. Et elle apparaît comme ombre lumineuse. Et elle apparaît à la fin avec Camilla comme une ombre lumineuse. C'est quoi une ombre lumineuse? C'est un fantôme. Donc on est dans un film de fantôme. Hein? Il y a l'oreiller rose. Effectivement, l'oreiller rose, c'est quoi? On peut dire, elle tombe dans le sommeil. Qu'est-ce qui peut se passer sous un oreiller dans un lit? Une scène de sexe. Une scène de sexe qu'on ne veut pas montrer aussi, qu'on veut cacher. Donc un abus sexuel. Hein? Donc la dépression, le traumatisme. Hein? Rita Hayworth abusée par son père. Hein? Toutes ces actrices qui se disent avoir été abusées par des metteurs en scène. C'est peut-être sans doute vrai. Mais qui joue avec qui? Hein? Voilà. Ce film peut-être nous parle de ça. Voilà. Alors, vous voyez cette image? Hein? Alors, ça fait écho à quoi cette image? Alors, je ne vais pas vous en dire plus, mais regardez ce qui arrive à Audrey Horne dans la saison 3 de Twin Peaks. Et quand on sait qu'Audrey Horne, elle aurait dû être le personnage, c'est totalement cohérent.
C'est totalement cohérent avec le livre Goddess. Je vous en dis pas plus, hein. Mais Lynch a de la suite dans ses idées. Ok, vous avez vu la saison 3 de Twin Peaks? Bon, donc j'en dis pas trop. Mais voilà, quand vous pensez qu'en fait ce type a une idée, cette idée elle circule dans plusieurs films. Voilà. Alors, on y va, on continue notre... Alors, l'abat-jour. Pourquoi il y a des abat-jours rouges qui clignotent avec de l'électricité, hein? Quel est le rôle du rouge et de la lumière dans le film? Est-ce que c'est un rôle positif, négatif? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça évoque de la sensualité, notamment pour le personnage Camilla Rita, qui est repris d'ailleurs après Betty. Ouais. Alors, tout à fait. Alors, chez Lynch, c'est la question du feu. Hein. Vous avez l'électricité, on achète dans Twin Peaks. Hein. C'est effectivement, c'est commun aux appartements. Hein. Il y a l'appel de Monsieur Rock, sans réponse. Hein. Et il y a ce qu'on appelle la Byzantine Conspiracy. Hein. C'est-à-dire, dans la série télé, il y avait vraiment la question de la mafia et de la corruption qui était beaucoup plus traitée. Par contre, on est à un moment donné dans un magasin d'antiquités. Hein. Et ce qui est intéressant, il y a l'invitation pour la soirée. Et c'est le moment de la désillusion. Donc c'est à des moments clés qui sont des moments difficiles. Hein. Des moments où il n'y a pas de communication entre les gens, où il y a de la manipulation dans l'air. Puisqu'en fait, et quand on est chez le cow-boy, quand il arrive chez le cow-boy, il y a l'électricité qui arrive, hein, et qui va mettre la lumière. Donc l'électricité chez Lynch est liée à des forces occultes. Hein, voilà. Voilà. Quel est le titre du film d'Adam? Est-ce que vous avez repéré le titre? Love and Sylvia Story. Sylvia Story. Hein. Sylvia Story, on ne sait vraiment pas. Alors, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une rivalité qui apparaît dans la deuxième partie. Il y a l'idée de l'actrice imposée. Hein, mais Camilla Rhodes est jouée par Melissa George. Hein. Voilà. Et il y a quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux réalisateurs pour ce film potentiel, hein, selon la partie dans laquelle on est. On a Bob Booker, qui est plutôt l'ancien Hollywood, et Adam Kesher, qui serait le nouvel Hollywood, et qui serait deux visions. Bon, ce film, en tout cas, le Nord, c'est quand même le froid, le Nord. Hein, c'est pas Donc quand on va vers le froid, on va vers la glaciation des sentiments. On va dans quelque chose qui n'est pas le chaud, au contraire. Donc Lynch va jouer à chaque fois sur les rapports entre le froid et le chaud, dans ses références. Hein, voilà. Donc ça, c'est une piste qui aurait été sans doute plus développée dans la série que dans le film. Alors, bon, tous les rapports entre la mafia et Hollywood, bon, ça c'est évident dans le film, on ne va pas développer plus. Le lieu de l'accident, alors il s'appelle comment ce lieu? C'est très facile ça. Oui, alors pourquoi ça s'appelle Mulholland? Qui était Mulholland? Celui qui a installé de l'électricité à l'élément. Tout à fait. Hein, le mec qui a... Alors, l'histoire de Los Angeles, c'est quoi? C'est la route de Mulholland Drive, c'est ça. Hein. C'est une route qui serpente et qui tourne et qui retourne sur elle-même et qui permet de voir les choses de haut. La façon dont il nous montre Mulholland Drive, regardez, c'est à travers la dialectique du noir et du blanc. Hein, parce qu'en fait, on voit par rapport au panneau Mulholland Drive, voilà, le noir et le blanc, et l'idée de la nuit, de la lumière, des ténèbres à chaque fois. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le film de Polanski, que vous connaissez sans doute, Chinatown, nous parle de Noah Cross et de William Mulholland, qui sont des gens qui escroquent le monde. Hein. Hollywood est né sur l'escroquerie, de l'eau, sur plein de choses. Vous voyez le film de Polanski qui est très intéressant, et ce film de Polanski nous raconte une histoire d'inceste. Donc il y a bien une malédiction liée à l'inceste et à l'abus sexuel dans toute l'histoire de Hollywood. Hein, que les réalisateurs après se coltinent toute leur vie, une fois que... Comment on fait pour être ou pas, enfin, qu'est-ce que ce système hollywoodien, finalement, génère chez les gens qui en font partie? Quelle malédiction? Alors là, on est totalement dedans ce soir, avec des gens qui bloquent la projection d'un film de Roman Polanski à côté. Je ne porte pas de jugement sur ça, hein, mais quelle malédiction ça porte, hein, voilà. C'est intéressant, et Chinatown parle de ça. Alors, la clé. Qu'est-ce que cette clé... qu'est-ce que ça veut dire, cette clé? Oui. Et déjà, pour noter qu'il y a deux clés. Il y a deux clés. Alors, allez-y, expliquez-nous. Enfin, les couleurs sont coordonnées, mais... Ouais. Ah oui, vous avez raison. Enfin, j'avais l'impression que cette deuxième clé, il l'a donnée pour que, une fois qu'elle l'ait retrouvée, chaque fois qu'elle la voit, elle ait des remords, mais elle ne puisse pas s'en débarrasser. C'est ça. Parce qu'elle se dit peut-être qu'un jour, ça va ouvrir quelque chose d'important. Voilà, merci, hein, c'est la dimension psychanalytique, hein, quelque chose autour de la culpabilité inconsciente, bien entendu. Hein. L'autre clé, elle est beaucoup plus stylisée. Hein, elle a un triangle. Hein, le triangle, ça renvoie à l'idée du 3, c'est quelque chose qui est plus métaphysique, ça ouvre autre chose. Hein. Donc en fait, c'est comme si on a deux lectures. On a la lecture freudienne de la culpabilité, c'est la petite clé, et là on rentre dans la lecture jungienne archétypale du monde.
qui va nous amener dans la mythologie. Hein. Donc là, vous avez tout de suite compris l'idée de la mythologie, j'imagine. Bon, je vais un peu vite, mais la boîte bleue, la boîte de Pandore. Alors, quelle est la différence entre le mythe de Pandore et le film? Il y a quand même une différence. Est-ce que vous voyez à peu près? Vous vous rappelez le mythe de Pandore? Hein, c'est l'idée qu'en fait, il y a une boîte, et dans cette boîte, il ne faut surtout pas la toucher, parce qu'il y a quelque chose qui est dedans. Et quand on ouvre la boîte, il y a tous les maux, tous les malheurs qui s'échappent. Il y a un truc qui reste à l'intérieur, vous vous rappelez, c'est l'espoir. L'espoir, il est là, il est en germe, mais il faut le réveiller. Donc, la boîte de Pandore, c'est de nous dire que l'espoir est en nous, en fait. Même si le monde est plein de maux dégueulasses, c'est en nous qu'il faut... Alors, David Lynch ne va pas dire autre chose. Hein. Quand il prône la méditation transcendantale, il prône d'aller en soi chercher la façon de continuer à vivre dans les ténèbres du monde. Voilà. Après, on peut... Et dans nos ténèbres. Et dans nos ténèbres aussi, parce qu'à l'intérieur, on n'est pas tout blanc. Hein. C'est là où c'est compliqué. Merci pour votre précision. Alors, donc, quelques références. Hein. L'idée que cette boîte qui ouvre des choses et qui, à un moment donné, on rentre dans la boîte. Hein. Donc, il y a un film qui s'appelle En 4e vitesse. Là, il y a une valise, qui est une espèce de boîte de Pandore. Et vous vous rappelez ce que ça ouvre, la boîte de Pandore, en 4e vitesse? Une fusion atomique. Et oui. Et regardez ce qu'il y a dans la saison 3 de Twin Peaks, la bombe atomique. Donc, en fait, Lynch est très cohérent. J'en dis pas plus sur la saison 3 de Twin Peaks, mais c'est très cohérent. Voilà. Et regardez ce qu'on a à la fin, qui sort de la boîte. Alors, peut-être parler de ces personnages, qui sont aussi, qui ont deux visages, ces personnages. Ça peut être qui? Alors, je vous laisse peut-être en parler. C'est ceux qui étaient dans l'avion. Ouais. Qui étaient les voisins d'avion de Betty. Qu'est-ce qu'ils représentent, symboliquement? Alors, c'est des figures paternelles ou grand-paternelles, hein, protectrices au début. Ils ont un aspect très inquiétant. Ils ont un aspect très inquiétant, mais dès... Ils ont un sourire complètement figé. Et oui, quand ils sont dans la voiture, ça commence déjà. Oui. Alors, qu'est-ce que ça peut représenter, si vous voulez, quand on voyez l'ambivalence de ça? Bon, Betty, elle n'a pas de parents. Elle n'a pas de copains. Elle gagne un concours où il faut être deux, elle est toute seule. À un moment donné, elle plonge sous un oreiller. Il y a la grand-mère, enfin, la dame qui est avec elle, qui est en fusion avec elle, et il y a le papy qui est derrière. Bon, est-ce qu'on n'a pas là une métaphore d'un inceste familial qui aurait été vécu quelque part et qui ressort là? Ces fantômes du traumatisme qu'elle aurait vécu quand elle était petite, qui est le lot commun d'un certain nombre d'actrices qui viennent à Hollywood et qui sont abusées par des vieux salauds qui sont des réalisateurs, comme on a vu dans la scène, ou des acteurs, qui réavivent des traumatismes. Bon. Est-ce que... Je sais pas, hein, quand je dis ça, parce que c'est eux qui sortent de la boîte de Pandore. Et quand ils sortent de la boîte de Pandore, c'est pas des démons, c'est des mots. Hein, ils sortent bien de la boîte. Ils sortent de la poubelle. Ils sont dans la poubelle de Hollywood. Hein, donc on va en parler de ce personnage-là. Vous voyez là, il est presque dans un sourire quand même crispé. Vous l'avez bien vu, monsieur. C'est montré ça. Hein. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Lynch, il va mettre le pendant. Il joue à chaque fois sur les opposés. Dans Twin Peaks, vous avez quelque chose qui s'appelle le projet Blue Rose. Le projet Blue Rose vise à contrebalancer le mal. La boîte de Pandore, c'est le mal qui s'épand dans le monde. C'est Judy dans la saison 3. Et regardez ce film sur YouTube qui s'appelle Lady Blue Shanghai. Vous avez le contraire, vous avez du sac à main, il y a une rose bleue qui sort. Et la rose bleue, c'est un symbole très puissant. Hein, chez les roses 3 ou chez les cathares, la rose était le symbole de l'âme. C'était un principe spirituel. Voilà. Et Lynch le montre vraiment. Et dans Twin Peaks, c'est le projet secret du FBI pour contrer le mal. Voilà. C'est dans le cinéma de David Lynch. Hein. Mais là, j'extrapole, hein, je dis par rapport à tout ça. Alors, on arrive à la fin. Hein. Peut-être quand même, qu'est-ce qui se passe au Club Silencio? Alors, il existe vraiment, ça c'est le vrai Club Silencio qui existe à Paris. Bon, je vous rassure, j'y ai été une fois, je suis ressorti à peu près normal. Ça va, vous pouvez y aller, hein, n'ayez pas peur. Mais quand même, c'est intéressant que Lynch joue au rêve et à la réalité. Alors, que se passe-t-il au Club Silencio? Allez-y, parce que là, c'est quand même un grand moment du film. Oui, monsieur? C'est là qu'on prend conscience que tout n'est qu'un rêve, tout est fictif, tout est factice. Alors, tout est un rêve ou tout est illusion? Parce que c'est pas la même chose. Ouais. D'accord? Si je vous dis qu'on est... C'était Théo Angelopoulos, dans Le Regard d'Ulysse, le réalisateur se rend compte que le monde dans lequel il est une illusion.
un des premiers à nous avoir dit ça, c'est Platon, hein, qui nous dit, nous sommes dans un monde, mais ce monde est une caverne. Est-ce qu'on peut sortir de la caverne, hein, le mythe platonicien. Le cinéma, vous êtes dans une caverne ce soir, on vous projette quelque chose qui n'est pas la réalité. Là, on débat sur réel, rêve, mais en tout cas, peut-être qu'ils nous disent juste que le monde dans lequel on est, à travers le rêve et la réalité, est une illusion, que nous sommes nous-mêmes dans une illusion qu'il faut démasquer. Sauf que dans cette illusion, il y a des personnages très bizarres. Il vous fait penser à qui, ce personnage? Il a les aspects de quel personnage dans la mythologie on pourrait trouver? Méphistophélès, le diable. Bon, là, il fait quand même le geste. Hein. Et puis la façon dont... Qu'est-ce qui lui arrive à Betty au Silencio? Alors voilà une autre vision du diable, mais le diable étant le démiurge, celui qui ordonne le monde. Donc le metteur en scène comme étant un diable potentiel, celui qui nous manipule. Ça, c'est clairement le Mysterious Man de Lost Highway, qui est un écho à ce personnage-là. Alors qu'est-ce qui arrive à Betty au Club Silencio? Il y a cette fille, il leur arrive quoi? Qu'est-ce que vous voyez dans cette scène? Elle tombe dans les pommes. Alors elle tombe dans les pommes, elle disparaît. Et Betty, alors j'ai pas pris l'image, mais Betty, à la différence entre la femme brune, son nom, et Betty, elle reçoit un électrochoc. Elle est possédée par quelque chose, il y a quelque chose qui se passe en elle. Donc si on n'est pas dans un rituel, quelque chose un peu... Alors je ne sais pas comment le qualifier, mais... Alors en tout cas, on entend crying de Roy Orbison. Crying, c'est la question de... Regardez le masque. C'est-à-dire, qui es-tu? La personne, c'est l'histoire d'une déception amoureuse. Hein. J'ai aimé quelqu'un, mais je ne la connaissais pas. Et la personne que j'ai aimée est un traître, la trahison, c'est un thème universel. Hein, d'accord? Alors, intéressant, ce personnage bleu, là, et qui dit Silencio, qui est un peu l'oracle, qui est le pendant de la femme aussi, qui vient habillée en noir en disant, là, si on n'est pas sur des figures de Pity, ou de, comme on voit dans le film d'Angelopoulos, de femmes qui sont les premières images du film que le cinéaste retrouve, c'est des parcs, c'est celles qui sont les femmes habillées en noir, alors elle est en noir et bleu, mais c'est elles qui sont les gardiennes du fil du destin, des choses qui nous arrivent, la fatalité, le poids du karma, le poids des choses qui doivent arriver. Là, on est sur des figures fortes quand même, hein, de Lynch nous montre. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que ce lieu, il est en écho, vous le retrouvez dans la saison 3 de Twin Peaks. Voilà. Je ne dis pas plus, mais c'est intéressant. Alors le Winky, alors les détails de l'homme en noir, très simple, si on regarde vite fait, mais ça passe très vite. Déjà, la boîte bleue, elle est aussi dans le monde du rêve. Hein, la boîte bleue, c'est dans le monde du réel. Elle est là, la boîte bleue, c'est une poubelle. Bon. Alors, si on va très loin, effectivement, ce personnage-là, hein, alors, qui est ce personnage? Voilà, parce que je ne vous ai pas fait parler dessus, mais c'est intéressant d'en parler. Quelle est sa fonction dans le film? Est-ce qu'il a un nom d'abord? Il faudra voir au générique. Hein. Et c'est presque l'homme sans nom. Vous avez l'actrice sans nom, l'homme sans nom. En tout cas, il vous évoque quoi, ce personnage, quand vous le voyez comme ça? Il annonce la mort. Une tête de sorcier indien. Une tête de sorcier indien. Qu'est-ce qu'on peut... On peut voir un SDF aussi. Oui. On peut voir plein de choses. Donc c'est un personnage qui est effectivement une forme de l'envers du... peut-être l'envers du rêve hollywoodien. Hein. Ce qu'on ne veut pas voir. Vous voulez dire que oui. Oui, qui annonce quelque chose comme Madame Bonnet, je ne sais pas, quand elle arrive, elle a dit il y a quelque chose de trouble. C'est ça. Il y a une sorte de... Et ben c'est un écho à ça, totalement. Ouais. On est d'accord. Que c'est ce qu'on ne veut pas voir, mais qui est là quand même, hein, qui est là. Alors ce qui est intéressant, si vous regardez ce qu'il y a derrière le Winky, vous avez deux arches, alors là, bon, je ne sais pas si je... Et Twin Peaks, c'est deux arches, c'est deux A. Hein. Bon, est-ce qu'il y a un rapport avec Twin Peaks? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des signes kabbalistiques. Je vous rappelle que là où Lynch a tourné, il y avait des gens qui étaient des satanistes, donc des magiciens noirs, ça existe. Hein. Voilà. Alors, et ce personnage, il clôt aussi l'épisode du pilote de la série télé. Et on le voit avec le cube. Donc il a bien un rapport avec ce monde de l'envers, hein, ce monde qui déboîte les âmes. Il en est un peu l'organisateur ou le récipiendaire. Il fait écho à ce personnage-là dans la saison 3 de Twin Peaks, qui est Bob. J'en dirai pas plus. Hein. Mais tout est lié chez Lynch. Hein. Voilà. Donc, au point où on en est, est-ce que vous avez des questions, des choses, des remarques? Et là, je vais vous donner une lecture possible du film. Mais voilà, on va clôturer dans 5 minutes. Mais si je peux vous laisser la parole, s'il y a d'autres choses que vous auriez aimé dire sur le film, des remarques, des choses.
vous laisse la parole 2 minutes. Pas de... On y va? Voilà. Je vais vous donner une lecture possible. Hein. Alors, tout en ce que j'ai entendu ce soir, vous avez vu, on a plein de pistes et on est bien d'accord, c'est un film qui ne se laisse pas analyser facilement. Alors, je garde mon optique de la vision alchimique, à savoir qu'en alchimie, il y a quelque chose qu'on appelle l'œuvre au noir. Chez Jung, c'est la confrontation avec l'ombre. Donc le film peut être vu comme la plongée dans la psyché d'une femme déçue. Déçue par quoi? Par l'amour et par l'échec professionnel. C'est aussi, à un autre niveau, la plongée dans l'envers du rêve américain. Hollywood comme machine à fabriquer des fantômes, et j'ai presque envie de dire de l'abus sexuel, malheureusement. Alors, après, David Lynch, où est-ce qu'il en est David Lynch par rapport à tout ça? Est-ce qu'on peut faire ce genre de film et en sortir indemne? Je vous invite à lire ce qu'a écrit Paco Michielman, dans un livre qui s'appelle La main gauche de David Lynch. Est-ce que David Lynch, à un moment donné, quand il passe à la télé, qu'est-ce que ça lui a fait de travailler à la télé? Il y a toute une lecture que quelqu'un fait de la saison 3 de Twin Peaks comme étant une dénonciation des forces occultes qui passent par la télé et l'addiction aux écrans et aux séries télé. Regardez le nombre de séries télé sur lesquelles les jeunes passent du temps et ces séries télé sont axées juste sur la pulsion de mort. Réfléchissez à ça. Lynch, il nous parle de la pulsion de mort, mais il essaie d'en faire autre chose. Est-ce qu'il y arrive? Alors, parce que Lynch, il a une part d'ombre. La part d'ombre de David Lynch, c'est qu'il est devenu le gourou de la méditation transcendantale. Donc il y a un documentaire que Lynch a interdit, qui s'appelle David Wants to Fly, qui montre qu'en fait, il fait de la pub pour un mec qui s'appelle Maharishi Yoga, qui est un escroc, qui a déjà escroqué les Beatles, et les Beatles étaient partis. Mais en tout cas, ce mec est un escroc intelligent, parce que dans ce que dit Maharishi Yoga, il y a des choses vraies. C'est-à-dire, c'est pas moi qui vais vous dire que la méditation est une aberration. La méditation, c'est quelque chose qui peut vous apporter du bien. Encore faut-il voir comment on médite et qu'est-ce que c'est que la méditation. Donc ça dépasse le cadre de notre soirée. Mais Lynch n'est pas exempt de tout reproche. Alors, Lynch, effectivement, il est fasciné par le noir. Donc essayez de regarder sur Internet un poème, parce qu'il fait de l'art contemporain. Et ce qu'il fait, c'est très sombre. Là, je vous ai pris un slide de Dark, qui est une des images qu'il fait. Donc là, je ne dis pas du tout que Lynch est un magicien noir, je dis que Lynch est quelqu'un qui travaille la question de l'ombre, et qui essaye de se poser des questions là-dessus. Alors justement, est-ce que le sens du film, alors là je suis plus d'un point de vue jungien que freudien, mais le point de vue freudien est juste avec la question du traumatisme lié à l'abus sexuel familial, c'est une lecture. Est-ce que, avec cette image-là, qu'on voit dans le film, Betty, tout bêtement, elle n'a pas intégré sa part d'ombre. Elle ne l'a pas vue en elle ne l'a pas vue en Hollywood. Donc finalement, c'est ce qui nous arrive à nous quand on est trop naïf, eh bien le monde nous rattrape. Et comment on intègre ça? Dans tous les films de Lynch, on a des femmes qui sont sacrifiées. Donc ça, effectivement, dans le dernier film, on a le personnage de Judy, dans la saison 3 de Twin Peaks, qui représente le mal à l'état pur, qui a une image féminine. C'est la mère des démons, j'en laisse pas plus. Bon, tout c'est chez Argento. Et Judy, qu'est-ce que c'est chez la saison 3 de Twin Peaks? Judy, c'est un coffee shop, comme par hasard. Là où il y a le personnage mauvais. Donc vous voyez, il a de la suite dans les idées quand même. Alors, petit truc, Lynch s'amuse à faire des choses énormes. Dans le Blu-ray du DVD, on ne peut pas accéder au chapitre. On peut juste accéder en fonction d'objets. Et là, je vous ai mis un cheval blanc. Qu'est-ce que fout le cheval blanc? Il est vraiment, vous ne l'avez pas vu moi non plus au début, il est dans la maison de Betty. Le cheval blanc, c'est un des symboles de l'Apocalypse, un des chevaux de l'Apocalypse, qui amène la destruction et la purification du monde. Dans la saison 3 de Twin Peaks, le cheval blanc, c'est le symbole de Judy. Renvoyez la saison 3 de Twin Peaks, c'est complexe ce que je dis si vous n'avez pas tout vu. Mais en tout cas, quand on fait le saut à la scène, on tombe sur cette scène avec le cow-boy, et c'est la scène de la désillusion. C'est la scène du banquet final, qui est le banquet sacrificiel sur lequel elle a compris qu'elle s'est fait avoir. Donc ça, c'est la scène, le climax, avec effectivement cette idée vers la chute du personnage. Regardez ce que... Alors ça, pareil, on ne peut pas vraiment le voir. Ça, je vous ai pris une slide. Quand elle... Hollywood is hell. Hollywood, c'est l'enfer. Donc Lynch, une hypothèse, il nous montre quelque chose que montraient les gnostiques au Moyen-Âge, les cathares aussi, c'est que le monde dans lequel nous sommes, c'est l'enfer. C'est pas autre chose. Que l'enfer, il n'est pas après la mort. Alors ça, c'est quelque chose de difficile, mais que
par le regard qu'on porte sur ce monde, on peut en faire autre chose. Et Hollywood is hell, donc le système hollywoodien. Et donc, regardez bien ce personnage. Ce personnage, il est dans Twin Peaks. Il est dans le film, est-ce que vous l'avez vu? Oui. Ah oui, Monsieur Rock. Alors, il est là, et regardez où ils sont. C'est presque des SDF, et là, c'est des esprits. Hein? Ces esprits dans Twin Peaks, ils viennent obomrer les vivants. Monsieur Rock, lui, il est aussi dans une chambre. Et cette chambre, si on regarde bien, où est-ce qu'elle se trouve? Alors, là, il y a des références. Je ne vais pas trop vous gaver de références, mais ça, c'est beaucoup développé dans l'analyse que j'ai faite de Twin Peaks avec Pacom Kielman. Vous retrouverez ça. Toutes les références occultes dans l'histoire des loges de Twin Peaks. Très rapidement, et pour vous montrer que Laura Palmer, elle est là. Et là, avec Ronette Pulowski. Donc on est bien dans la loge. Le Silencio, c'est la même chose que la loge rouge de Twin Peaks. Ok? Laura Palmer, Ronette Pulowski. Bon. Ça parle si vous avez vu Twin Peaks. Hein? Mais voyez comme tout est interconnecté. Main gauche, magie noire. Main droite, magie blanche. Mark Frost et David Lynch s'inspirent de deux écrits occultes. Un qui s'appelle Isis dévoilée, de Blavatsky, qui parle des loges, et un bouquin sur la défense psychique contre les entités. Ces entités qui passent par quoi? Par l'électricité. Hein? Il y a des gens qui écrivent des trucs là-dessus. Ça existe. Ils l'ont lu. Hein? Voilà. Après, qu'est-ce que ça serait que ce monde-là? Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Yann Rick and Morty qui va décrire au début du siècle ce qu'on appelle la sphère réflectrice. La sphère réflectrice, ça serait le monde des pensées négatives et le monde des morts. Et en fait, le gros problème des êtres humains, c'est qu'ils sont possédés. La dépression, c'est quoi? C'est je suis possédé par une idée noire que j'ai de moi-même. Cette idée noire, elle me possède. Il y a aussi des gens qui, si on part du principe que, comme Kubrick l'a montré avec Shining, Kubrick et notre ami Lynch, ils sont très très complémentaires. Puisque dans Shining, que j'ai analysé dans un prochain cycle, dans un cycle précédent, mais pas prochain, parce que le prochain, je parlerai d'Eyes Wide Shut, qui est le film complémentaire de celui-là. Kubrick nous montre que la mort, c'est pas la fin. Mais l'hôtel de Shining, l'Amérique paye une dette aux Indiens morts. Les Indiens morts, c'est le sang qui sort de l'ascenseur. Et ça nous pollue la vie. Le monde du reflet. Tout ce monde-là qui, aujourd'hui, apparaît à travers les vampires, les morts-vivants, dans l'inconscient collectif. Je vous invite à chercher autour de ça. Je ne dis pas que c'est la vérité absolue du film, mais c'est une piste intéressante. Et Monsieur Rock, quand on le voit, il est dans un reflet. Il est derrière une vitre. Donc, tous les films de Lynch peuvent être vus sous l'apparence de contes gnostiques. Le conte gnostique, c'est un enfant qui est perdu dans la forêt et une petite fille qui est perdue dans la ruelle. Dans les deux cas, il rencontre un monstre. Qu'est-ce qui se passe après? C'est le trauma, mais le trauma peut être la possibilité de leur résilience et de leur renaissance. Ça, on va le retrouver dans la plupart. Lynch, dans The Art Life, parle qu'il a été un jour dans une forêt, qu'il a rencontré quelqu'un qui était son voisin, et il s'est passé quelque chose. Et là, il y a un cut dans le documentaire. Voilà. Donc à travers ces enfants martyrisés, Lynch nous parle de lui-même. La saison 3 de Twin Peaks nous parle de l'enfance, comme la chose la plus sacrée à protéger au monde. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose d'important dans le cinéma qui nous montre. Voilà. Donc, on va clôturer. Alors, la star déçue, Laura Palmer. Voilà ce que c'est que Laura Palmer. Voilà ce que c'est que la star. Alors, la star, à la base, c'est quoi? C'est ça. Ça, c'est un symbole. Alors, c'est Donald Trump, il ne mérite peut-être pas trop. Sauf que ce symbole, je ne sais pas si vous le connaissez, on l'a chez Pythagore. C'est le symbole de l'homme-âme, de l'homme-dieu. Et la star hollywoodienne, si elle nous fascine, c'est qu'elle renvoie cette projection de l'homme idéal. On idéalise, avant, on idéalisait des dieux, là, on a traité des hommes et des femmes comme des dieux. Souvent, ça leur est monté au cerveau et ça a causé leur chute. Le projet Blue Rose, donc la symbolique du pentagramme se retrouve dans la symbolique de la rose, qui est le projet. Alors, Lynch, on va dire, va, dans ses films, nous montrer la contre-initiation. Des choses qui vont déboîter l'âme des personnages, et qui vont fracasser nos âmes. Mais il essaye, à travers le projet des personnages du FBI, à travers Marion Cotillard, qui retrouve cette rose bleue, de nous dire que l'homme est capable de monter un projet initiatique. Voilà. Jung parlait des chevaliers du Graal, et il y a des références au Graal dans toute la saison 3 de Twin Peaks. C'est intéressant de voir ça. Et dans l'espace du rêve, voilà. Je termine sur une citation de David Lynch, comme ça, je vais essayer de... Comme ça, oui, j'ai interprété un peu, et je reviens dans le livre qu'il a écrit, qui s'appelle L'espace du rêve, il dit ça.
il est impossible de raconter la vie d'une personne, hein, que ce soit Betty ou Rita. Le mieux que l'on puisse espérer, c'est de capturer le Rosebud, le mystère de chacun. Je vous rappelle que Rosebud, c'est le dernier mot prononcé par le personnage de Foster Kane dans Citizen Kane. Hein. Au bout du compte, notre existence est une énigme, jusqu'à ce que nous en trouvions la clé. Vous avez vu, il y a 2 clés. Alors, on prend laquelle clé, hein? C'est la clé du traumatisme, la clé du rêve, car tel est le but de l'existence même, même si nous n'en avons pas conscience. Trouver la clé et le sens de notre vie sur Terre, c'est intéressant. Hein? Donc, Lynch, à un moment donné, dans Inland Empire, tous ces personnages de femmes, il va les sauver. Vous voyez Inland Empire. Alors là, Inland Empire, on pourrait faire une séance, mais c'est un film qui est très très long. Il y a un sens possible à Inland Empire. Donc, je ne vais pas vous le dire, hein, mais voilà, je vous laisse le dire éventuellement, mais ça ferait trop, là, si je ferais trop d'exégèse dans le même sens. Mais revoyez Inland Empire sous l'idée que Lynch a voulu... Ça sera le dernier film de Lynch, Inland Empire, il n'en fera plus, je pense. Puisqu'en fait, là, il a résolu sa quête. C'est l'histoire d'une actrice qui meurt, mais en même temps, en mourant, elle sauve quelqu'un d'autre. Alors que là, il y a juste une mort suicide et pas une mort sacrifice pour l'autre. Inland Empire est le complément et la synthèse, où à la fin, toutes les filles qui sont mortes dans les films de Lynch arrivent dans une danse globale. Donc on a une épiphanie hein, avec Cinnamon. Alors Cinnamon, c'est de dire d'accepter notre part d'ombre. Hein, c'est intéressant. Alors le film miroir de celui-ci, c'est Eyes Wide Shut. Il y a des points, voilà, c'est étonnant le nombre de points de correspondance qu'on a entre ce film et le film de Lynch. Je le passerai dans un prochain ciné-club. Voilà. Je vous invite à le revoir, très grand film, dernier film de Kubrick. Alors, pour terminer, hein, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre les choses, il y a l'un qui implique l'autre. On est dans la dialogique chez Edgar Morin et pas dans la dialectique, l'opposition. Ça veut dire qu'il y a une complémentarité entre la brune et la blonde, l'innocence et la criminalité, l'amour et la mort. Le rêve et la réalité, c'est pas tellement ça, c'est qu'en fait derrière ça, il y a le monde qui est un monde d'illusion. La question qu'on peut juste se poser, c'est est-ce que Lynch, quand il fait ce film, suite à un épisode de méditation, est-ce qu'il dirige ou est-ce que Lynch est dirigé lui-même par les forces qu'il veut dénoncer? On peut se poser la question. Hein. Il nous met des choses qu'il voit. Il l'a vu, le type. Le pire étant, c'est dans... il le dit pour le film avant, Lost Highway, il a bien vu un personnage avec ses têtes de clown, il l'a vu en rêve. Et il y a bien quelqu'un qui est venu dans le monde réel lui déposer une cassette vidéo de chez lui. Donc Lynch, il parle de trucs qui ont l'air, mais qui lui sont un peu arrivés dans la vie, pas totalement. Vous voyez le rapport entre le rêve et la réalité, donc c'est très compliqué. Donc on est face à un grand voilà, je termine vite fait hein, là-dessus. J'ai un peu abusé de votre temps, mais c'était important. Alors, qu'est-ce que ça nous montre? Parce que le thème, c'est de dire qu'est-ce que nous montre ce film? Quel regard on a quand on a vu ce film? Alors, une des hypothèses, c'est que c'est clair que le réel au cinéma, ça n'existe pas. Même si on parle de choses réelles, il n'y a pas de réel. Un film, c'est à la fois un rêve et un cauchemar, on l'a vu là. Son succès, le succès de ce film, il est dans votre œil. Hein, c'est les spectateurs qui ont généré la suite de Twin Peaks. Le 7e art, cinéma, c'est celui des médiums. Le cinéma est né en même temps que la psychanalyse et l'hypnose. Des gens comme Lars von Trier ou des satanistes comme Kenneth Anger mettent des choses qui vont conditionner les gens. Quand ils voient Invocation to Mandela Brother, qui sont vraiment des expériences d'imagerie noire faites au cinéma, que je ne passerai pas ici, mais ça peut être ça. Lynch est au-delà de ça. Hein. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de voir finalement l'ombre et la lumière. Voilà. Lui, il dit, alors Lynch, c'est sa position, c'est qu'aujourd'hui, le regard en salle de cinéma peut être source d'éveil et de prise de conscience. Il est totalement contre le fait de regarder des images sur des écrans. Hein. Et c'est le métasens de Twin Peaks, c'est-à-dire allons au cinéma, essayons de nous libérer. Alors, la question, c'est est-ce que le cinéma de David Lynch nous permet de nous libérer de la caverne? Puisqu'en fait, j'avais montré dans le premier film, dans Gelopoulos, que le cinéaste prenait conscience que le monde dans lequel on était un monde d'illusion. David Lynch nous montre que le monde dans lequel on est le jeu de forces contraires, qui sont des forces yin-yang, et que la blonde devient la brune et les choses se transforment. Mais est-ce qu'on sort de l'illusion? Alors, pour vous montrer ça, il y a une seule image qui existe. Je ne sais pas si vous la connaissez, je vous l'ai déjà montrée, je vous la remonte. C'est Camille Flammarion, hein, dans le traité sur l'atmosphère. Cette image, elle a été colorisée, c'est le pèlerin. Cette image, en fait, elle existe juste comme ça. Et quand on la met, on voit que notre personnage, notre spectateur, il est dans le monde, et à un moment donné, sa vision, son regard, dans le monde dans lequel on est, on a à la fois du soleil et de la lune. Hein, yin-yang.
Ce personnage, à un moment donné, il sort la tête de ce monde et il voit autre chose. C'est ce qu'on appelle le monde des idées platoniciens, que Théo Angelopoulos montrait dans le regard d'Ulysse à travers le cinéma muet. David Lynch, à travers sa méditation transcendantale, il aspire à sortir de ce monde de dualité en essayant de retrouver ce qui est resté dans la boîte de Pandore, c'est-à-dire l'espoir qui est au fond de nous. Et l'appel qu'il vous fait en voyant ce film, c'est est-ce que vous saurez vous-même vous retrouver en vous, voir vos ténèbres, et malgré vos ténèbres, retrouver en vous la part qui est cet espoir qui reste dans la boîte de Pandore. Voilà, c'est ce que je vous souhaite, et je vous remercie pour d'avoir veillé si tard. Voilà. Le prochain film sera Le Congrès, où on va parler du réel et du virtuel. Un très beau film d'Harry Folman. On va retrouver Robin Wright, une actrice qui va se faire numériser.